Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde partie de votre programme consacré à la certification. Pour ce numéro, Afrobusiness est allé une fois de plus à la rencontre de Jacques Ndébi, administrateur et directeur général de AB Certification, organisme de certification au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Nous parlerons du Made in Cameroun et surtout des freins au développement des entreprises locales, notamment les PME. Mais tout d'abord, un tour dans quelques surfaces camerounaises, vous allez le voir, de plus en plus inondées de produits locaux. De nombreux événements qui promeuvent le Made in Cameroun sont de plus en plus visibles sur l'ensemble du territoire national. Un reportage signé Audrey Melingui. From Cameroon to the world, une appellation de ce café qui en dit long sur l'objectif visé par cet événement, qui est le Week-end Made in Cameroun. Une première édition qui se déroule sous le thème les défis de la réalisation des produits Made in Cameroun. Une plateforme qui vient soutenir l'action de jeunes entrepreneurs camerounais au plus grand plaisir des consommateurs. Ce long week-end, on va dire, Made in Cameroun, était une animation utile et nécessaire pour faire en sorte que les nombreux producteurs camerounais, les nombreux distributeurs camerounais et les nombreux consommateurs qui aiment bien le Made in Cameroun puissent avoir un espace pour se retrouver, non seulement pour tester leurs produits dans un espace de commercialisation déjà dédié à la commercialisation, mais créer un cadre d'échange. Un concept mis sur pied par le Dou à la Grand Mall, en partenariat avec l'association Azigna, qui est une plateforme qui promeut les produits camerounais. Échanges, conférences de presse et dégustations, ce sont les principales articulations de cette première journée des Week-end Made in Cameroun. Les visiteurs ont l'embarras du choix. Mboa, parfum fait à base de poivre blanc, ou encore du pistache des saveurs parfois pleines d'audace, toujours gorgées du soleil des tropiques, à découvrir et à adopter dans cette vaste foire. Le Made in Africa aujourd'hui est un challenge pour de nombreux pays africains et malgré les freins créés par les accords de partenariats économiques, les différents États misent sur les échanges entre les pays du continent afin d'étendre leur présence. Le Made in Cameroun, par exemple, est cité comme un exemple au vu de sa production sur le marché local et même africain. Le pays accélère la labellisation de ses divers produits et marques. Marie Vandongo. Une tasse de café aux saveurs de la terre. Terre du Cameroun, que Thierry Njanga a su mettre en valeur. Le produit est sur le marché depuis 3 ans et bien protégé. Ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui, c'est un héritage qu'on peut faire hériter aux générations qui vont venir derrière nous, quoi. Donc c'est pour être sûr du travail qu'on est en train de faire. Parce que nous on fait dans le café de spécialité, donc c'est un café qu'il faut le consommer frais. C'est l'un des rares produits protégés ici au salon du Made in Cameroun. Plusieurs produits sont jeunes et cherchent encore à se frayer un chemin sur le marché local et international. C'est le cas de Popfish, de la scellure séchée dans un emballage personnalisé. Nous ayons derrière le visuel afin de pouvoir savoir comment le protéger en fait, avoir la marque à protéger et avoir tous les papiers pour pouvoir le faire. Marina Mbum produit également de la scellure fraîche. Sur le marché depuis 3 mois seulement, elle pense elle aussi à protéger sa marque. On est en train de formaliser cette opération pour que nos produits soient protégés pour les prochaines commercialisations. À Senia, voici l'un des visages. Au quotidien, il accompagne les jeunes entrepreneurs dans la protection de leur marque. Pour éviter de tomber dans ce piège de la contrefaçon, justement, il y a des organismes qui sont là pour protéger des marques. Et l'une des choses que nous faisons au sein de l'association, c'est justement de sensibiliser à rejoindre ou alors à s'arroger des services des acteurs qui protègent des marques pour éviter d'être contrefaits. Il y a l'appropriation, par exemple, des noms commerciaux qui se fait de plus en plus. Et avec des initiatives, avec des organes tels que l'OAPI, on demande à nos entrepreneurs ou alors aux entrepreneurs de notre réseau de partir auprès des différents agents délégués de l'OAPI pour qu'ils puissent les amener à protéger leurs marques. L'objectif de l'association est de labelliser tous les produits Made in Cameroun pour une meilleure commercialisation sur le marché international.
Le Made in, la labellisation, origine Cameroun certifiée, des termes que nous avons évoqués avec Jacques Ndébi, administrateur directeur général de AB Certification, qui est également revenu sur la place et les bénéfices des produits et labels OCC pour les entreprises, notamment africaines. On regarde. Alors, bonjour Monsieur Ndébi et bienvenue dans cette seconde édition d'Afro-Business qui fait partie du grand ensemble portant sur la certification. Je rappelle déjà que vous êtes administrateur directeur général de AB Certification. Bienvenue dans Afro-Business. Bien, merci, bonjour. Je suis heureux d'être à nouveau sur vos antennes pour parler de ce sujet de certification. AB Certification, c'est un organisme de certification dont la mission, c'est de faire la reconnaissance des compétences des entreprises et des produits lorsqu'ils doivent répondre à certains critères et certaines normes. Alors, dans ce cas, c'est quoi le Made in? Le Made in, ça veut dire fabriquer un. C'est ça. Ouais. Et quand on parle du Made in Cameroun, c'est quoi la subtilité du Made in? La subtilité, c'est Made in Cameroun, ça veut dire que c'est fabriqué au Cameroun. Donc, quand on parle de fabriquer au Cameroun, c'est tout ce qui est fabriqué au Cameroun. Nous avons des bus, Sotrabus qui sont fabriqués au Cameroun. Nous avons des produits, des brassicoles qui sont fabriqués au Cameroun. Nous avons beaucoup de produits agroalimentaires qui sont fabriqués au Cameroun. Nous avons du pain, fabriqué au Cameroun. Donc, des boîtes de conserve, des pâtes alimentaires qui sont fabriquées au Cameroun. Mais par contre, on a beaucoup de ces produits que vous venez de citer dont les matières premières ne proviennent pas du Cameroun. Voilà, donc les matières premières, lorsqu'on voudrait parler de matières premières, là on va parler de ce qu'on appelle origine Cameroun certifiée. Parce que ça veut dire qu'un produit est fabriqué au Cameroun, mais maintenant nous allons voir si sa matière première provient du Cameroun. Et origine Cameroun certifiée signifie que dans ce produit, il y a 50% de la matière première qui est camerounaise et 50% du prix de revient qui reste au Cameroun. Parce que là, l'origine Cameroun certifiée, en fait, c'est du Made in Cameroun avec un achat patriotique. Donc, c'est défendre, en fait, l'origine Cameroun certifiée, c'est le lion indomptable dans la fabrication du pays. Et quelle sera dans ce cas la force pour une entreprise à être origine Cameroun certifiée, origine certifiée Cameroun? Oui, la force d'une entreprise d'être origine Cameroun certifiée, c'est parce que d'une part, c'est une entreprise patriotique, c'est une entreprise qui lutte contre le chômage des jeunes, c'est une entreprise qui lutte contre la désertification des villages, c'est elle qui permet aux producteurs des campagnes de vivre, de survivre, de vendre leur production et de rester dans les campagnes. Donc c'est déjà un avantage pour tous les gens qui font du Made in Cameroun. Origine Cameroun certifiée. Origine Cameroun certifiée, voilà justement, j'allais chercher à comprendre ou à vous poser la question de savoir, au Cameroun, quel est le pourcentage à peu près des entreprises OCC? Vous qui êtes expert dans le domaine. On peut parler de nombre. De nombre, voilà. Oui, parce que pourcentage, on ne pourrait pas trop parler. On peut tendre vers 20 entreprises sur les milliers d'entreprises qu'il y a au Cameroun. Donc il y a beaucoup de chemin à parcourir parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans les définitions. Beaucoup de personnes parlant du Made in Cameroun confondent avec origine Cameroun certifiée parce qu'ils définissent le Made in Cameroun comme des produits faits à base de la matière première camerounaise, ce qui est absolument faux. Donc c'est ça les problèmes que nous avons ici au niveau de la définition des mots, au niveau de la terminologie. Voilà, justement. Voilà. Donc dans origine Cameroun certifiée, il n'y en a pas beaucoup, on tend vers 20. Et revenons donc sur le Made in Cameroun qui aujourd'hui malheureusement est un label qui a du mal à s'exporter en direction des pays étrangers, notamment européens. Pourquoi selon vous? Donc en fait le problème de Made in Cameroun, donc, quand on parle de Made in Cameroun, c'est d'abord fabriqué au Cameroun. Et pour pouvoir exporter et être face aux autres, il faut être certifié. L'entreprise a besoin d'être certifiée. ISO 9001, c'est l'organisation qui est là. Mais on s'aperçoit que les petites entreprises ne peuvent pas se faire certifier de la sorte. Les grosses entreprises brassicoles sont certifiées ISO 9001, ISO 22000, dont leur organisation est efficace et très compétitive. Donc les nôtres ne le sont pas. C'est très difficile d'avoir quelqu'un qui fabrique son produit, qui ne fait pas les analyses nécessaires et n'a pas les plans de contrôle nécessaires pour assurer que le produit sera sain. Il ne fait pas ce qu'on appelle les plans HACCP, l'analyse des risques sur la santé. Vous pouvez prendre un produit, mais je me rappelle une fois on était quelque part, on mange un produit pris quelque part dans un buffet. Le lendemain, les gens sont hospitalisés, ils passent 2 jours à l'hôpital. C'est à peu près 200 000 francs de frais
soins. De soins, oui. Simplement parce que la personne a fait son produit made in Cameroun, effectivement, il n'a pas respecté toutes les règles élémentaires d'hygiène alimentaire. Et justement, quelles sont les règles primaires ou de base à observer par une entreprise qui veut vouloir évoluer sur le marché et peut-être atteindre le niveau de certification plus tard? Donc, les premières règles, c'est d'abord l'organisation, l'organigramme, les job description, qui fait quoi, comment ça se passe, comment c'est décrit sa façon de travailler, quel est le matériel qu'il utilise, comment ce matériel est entretenu, les équipements de mesure, comment ils sont étalonnés. On a souvent nos produits de Made in Cameroun, vous allez voir sur l'étiquette 50 grammes ou 100 grammes, vous le mettez sur une balance, vous allez constater que sur 4 produits, c'est 4 poids différents. Et souvent, on va vous mettre 500 grammes, vous mettez sur la balance, vous allez voir que au niveau de la balance, c'est 250 grammes. À partir du moment où on a déjà des écarts au niveau du poids du produit, ça vous donne des doutes sur le respect des dosages des produits qui sont à l'intérieur. Donc, ce n'est pas évident qu'on fasse confiance à vos produits. Donc, maintenant, pour que ceci se passe très bien, vous voyez qu'on doit travailler sur la mesure, on doit travailler sur la fabrication des produits, sur les critères même des spécifications des produits, sur les méthodes de contrôle, sur la formation des personnes, sur les informations dont ils disposent pour pouvoir travailler correctement, sur l'organigramme, sur l'information qui arrive juste sans interférence. Vous voyez, c'est sur toute l'entreprise. Donc les entreprises à l'extérieur, elles, ont engagé les démarches qualité de cette façon-là depuis les années 90. Nous, on démarre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ils ont des lumières, des longueurs d'onde d'avance sur nous que nous ne pouvons pas imaginer. Mais nous, on croit qu'en disant que j'ai fait le produit Made in Cameroun, on veut les concurrencer. Ce n'est pas possible. On est très loin derrière. Donc nous avons besoin de revoir notre façon de penser. Se faire certifier comme des entreprises européennes sur ISO 9001, je disais tout à l'heure, c'est très cher, c'est très élevé. Donc on a eu à faire un travail, c'est comment faire pour que les petites entreprises aient cette organisation. Justement, qui contribuent à plus de 70% au PIB du Cameroun, les petites entreprises. Oui, effectivement. Donc ce qu'il fallait faire, c'est de trouver un référentiel qui se rapproche de l'organisation européenne, qui soit applicable, adaptable à nos petites entreprises pour qu'elles aussi entrent dans le monde de la compétition à petite échelle, mais qu'elles puissent le faire. C'est ainsi qu'avec le ministère des Mines et de l'Industrie et une association qu'on appelle ASENIA, on a démarré pour mettre en place ce référentiel Made in Cameroun. Ça voudrait donc dire que lorsque vous êtes labellisé, vous avez l'organigramme, vous avez les plans d'hygiène, vous avez l'analyse des risques, vous avez tous les plans de contrôle, l'étalonnage. En fait, c'est une sorte de norme ISO 9001, c'est une norme internationale, allégée. Donc, on a enlevé des choses qui n'étaient pas utiles pour les petites entreprises, mais qui étaient utiles pour pouvoir fonctionner. Et avec cela, vous êtes sûr que votre produit peut entrer et partir ailleurs sans souci. Parce qu'on ne travaille pas simplement sur la connaissance du marché, un certain nombre de choses comme ça qu'on a allégées pour les petites entreprises, pour leur permettre de s'en sortir. Et pour cela, ailleurs, les entreprises qui entrent dans la démarche de certification ont des subventions européennes de l'État pour leur permettre de fonctionner. Oui. Pour les petites entreprises, nous ne disposant pas de subventions particulières, on a défini 2 critères, le critère A et le critère B. Le critère A, c'est-à-dire que vous devez mettre en place un certain nombre d'éléments. Une fois que vous les avez, ça peut se mettre en place en 6 semaines, ça tourne autour de la maîtrise de produit. Vous êtes labellisé, vous êtes certifié pour 1 an. Et ça vous permet de vendre sereinement votre produit et ça vous permet de continuer à mettre en place la démarche afin de pouvoir vendre vos produits sereinement à l'étranger. Et l'objectif maintenant, c'est de faire connaître le contenu du référentiel. C'est ça la difficulté. Notre difficulté, c'est que on dit souvent, cacher quelque chose à un noir, tu le mets dans un livre. Voilà. Vous avez le référentiel, il existe depuis, il a été présenté au ministère des Mines et de l'Industrie de façon officielle en avril 2019. Ça va faire 2 ans. 2 ans, oui. Voilà. Et combien de personnes l'ont lu? On donne les titres, on s'assoit, on résume. Personne n'a pris le temps de lire le contenu, de lire une seule page, de dire il y a ça, ça, ça et ça à faire. C'est ça aussi la difficulté, c'est que les gens ne prennent pas le temps de comprendre. De chercher à comprendre. Et justement, c'est quoi l'importance ou le positif pour une entreprise d'être certifiée? Le positif d'une entreprise d'être certifiée, c'est d'abord qu'elle maîtrise les coûts de fabrication.
puisqu'elle réduit, elle augmente les marges de fonctionnement, Oui. elle réduit les coûts des pertes, elle est compétitive, elle cible très bien son marché, elle fait des études de marché, elle cible ses marchés, elle forme très bien son personnel. Dans la qualité, on appelle ça les coûts de non-qualité. Les coûts de non-qualité, c'est des pertes financières qu'on a parce qu'on n'a pas travaillé correctement. En général, les coûts de non-qualité se situent entre 10 et 50% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc, c'est énorme. J'ai eu un cas comme cela, un ami qui est expert automobile, il doit aller expertiser à Bafoussam. Il va pour expédier de voitures, c'est peut-être un chiffre d'affaires de moins de 100 000 francs. Oui. Voilà. Il envoie son équipe à Bafoussam. Il part de Douala. C'est arrivé à Bafoussam qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié les appareils photo. Donc, ils doivent revenir. Oui. Donc, un qui dort là-bas, il doit revenir. On paye l'hôtel. De nuit, ils repartent. Donc, pour faire une émission pour un chiffre d'affaires de 100 000, ils ont fait 100 000, mais les charges étaient autour de 50 000. Donc finalement, l'entreprise a gagné 50 000, tout simplement parce qu'au moment de partir, on n'a pas mis l'organisation nécessaire, la checklist nécessaire pour s'assurer qu'on n'oublie rien. Donc la qualité, c'est préparer c'est la planification, s'assurer que les choses sont faites correctement, que chacun est au courant de ce qu'il a à faire. Et quand il transmet une information, ça se passe correctement. Quand vous voulez fonctionner aussi correctement, chacun a son poste. S'il s'absente, qui c'est qui doit le remplacer? Donc, celui qui doit le remplacer, est-ce qu'il est au courant de la façon dont le titulaire fonctionne? Donc, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, on doit faire les programmes de formation pour compléter les compétences du suppléant. Et après, maintenant, on peut faire en sorte que les gens puissent s'absenter. Si les gens s'absentent dans les procédures de gestion des congés et d'absence, puisqu'ils ont le droit de le faire, c'est ce qu'on devrait aussi faire dans les petites entreprises, ils ne s'absentent pas les deux le même jour. Vous voyez, donc ça entre dans cette organisation-là. Donc quelqu'un peut dire, je suis fatigué, je n'ai pas envie de venir demain matin, demande à quelqu'un, remplace-moi pour telle ou telle raison. Si ce n'est pas le cas, on a des gens qui ne peuvent pas partir en congé parce qu'ils sont incontournables, donc ils sont saturés et après matin, ils ne sont pas percutants. Parce qu'on n'a pas... Ils sont improductifs. Et comme ils sont improductifs, il y a des heures qui peuvent se passer, des choses qu'on jette, et ça, on ne chiffre pas ça. Oui. Quand on parle maintenant du coût de la qualité, le coût de la qualité a, disait-on, un impact sur le prix de revient. Mais quand on prend les comptables, ils font le prix du revient comptable, ils n'intègrent pas ces coûts-là. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise ne le comprennent pas. Puisque le comptable, quand il fait son prix de revient, il met ce prix de revient, mais il ne va pas vous dire le nombre de produits défectueux qu'on a fait, le nombre de produits de retour que vous avez qui n'ont pas été faits correctement. Vous recevez des étiquettes, j'ai déjà vu des étiquettes avec le code barre non lisible, vous le fabriquez ici, vous allez le livrer à Yaoundé. À Yaoundé, le gars, il dit, le code barre n'est pas lisible, je refuse. Donc vous revenez avec vos produits, vous redécodez, vous refaites une chose et vous repartez. Mais toute la main-d'œuvre que vous avez utilisée, les transports, les déplacements, les productions qu'on n'avait pas faites, combien vous avez chiffré à ça? Donc c'est cette partie financière que l'on oublie parce que lorsqu'on parle de la qualité, on se concentre qu'au produit, alors que la qualité de l'entreprise, c'est toute l'organisation qui a à faire. Vous voyez, par exemple, quand on travaille au niveau des impôts, il faut déclarer peut-être le 15 à minuit. Si vous déclarez un d'écart, il y a des pénalités. Mais ces pénalités impactent directement le coût du produit. Mais si, par exemple, le chef d'entreprise n'intègre pas, son coût du produit va augmenter, les marges baissent, et on oublie que ça aussi, la comptabilité, fait partie de l'organisation qualité de l'entreprise. Voilà, donc c'est pour montrer l'impact de ce que c'est que la qualité au sein de l'entreprise. Ce n'est pas simplement le produit, mais c'est toute l'entreprise. Donc, en mettant en place Origine Made in Cameroun, c'était d'essayer d'adapter tout ceci aux petites entreprises. Et l'approche qu'on a essayé de faire, j'ai eu une expérience au moment de 1992, au moment où on se passait le marché commun. On était quelque part de la frontière avec l'Espagne. Ce marché, ces produits devaient entrer en France. Donc dans ce cas, comment faire pour essayer de contrer ces gens? Donc c'est là qu'avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie, on a mis en place une sorte de référentiel tel que celui que je vous dis, qui était du prêt-à-porter, prêt à utiliser, et on a mis plus de 100 entreprises en démarche et qui étaient opérationnelles, tout ça en moins de 6 mois. Parce qu'on a apporté les choses prêtes, et tout ce qui était superflu, on les enlevait, on permettait à l'entreprise d'être efficace, et puis ça pouvait marcher. Pour les petites entreprises, pour que ça marche, on dit souvent qu'il faille un responsable qualité.
Une petite entreprise ne peut pas recruter un responsable qualité. Ça, c'est illusoire, parce que ce sont des ingénieurs et ils ont un certain type de salaire. Or, une petite entreprise, elle aussi, a un responsable qualité. On ne sait pas souvent, mais le responsable qualité, c'est l'assistant de direction de l'entreprise. Il suffit simplement de lui donner les outils pour qu'elle travaille correctement. Et vous faites très bien le travail et vous avez des ingénieurs à temps partiel qui vous aident à travailler. Mais depuis combien de temps les gens n'ont pas compris que l'assistant de direction de toutes nos entreprises sont les responsables qualité de l'entreprise? Mais peut-être parce qu'ils ne sont pas passés par une formation, monsieur Ndébi. Oui, justement, c'est parce que, effectivement, c'est parce que là, quand on parle de qualité et tout ça, on dit qualité c'est le produit, l'assistant de direction ne comprend pas le produit, bon, ça s'arrête là. Or, c'est ça. Donc, les formations qualité, lorsqu'on en parle, on s'oriente encore au niveau du produit. La dimension, bien sûr que c'est important la dimension, mais tout ce qui tourne autour du produit, c'est important. La sécurité alimentaire, tout un ensemble de choses comme cela. Mais peut-être les petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises gagneraient à se mettre ensemble et à avoir des ingénieurs de qualité, les techniciens qualité, justement par entreprise, par catégorie. Oui, donc en fait, des personnes ont commencé à se structurer, les petites structures, les sociétés de conseil ont commencé à se situer de la sorte. Plusieurs ingénieurs se mettent ensemble. Voilà. Et maintenant, eux, ils travaillent, ils donnent des prestations à plusieurs petites entreprises. Donc, à partir du moment où on a une structure de conseil qui a peut-être 4 ou 5 ingénieurs, et donc c'est une société de conseil, il y avait une direction commerciale, il y a un certain nombre de choses comme ça, dont le rôle c'est de prospecter les petits. Et après, maintenant, on planifie les travaux et les ingénieurs vont à temps partiel s'occuper de cela, de tous les petits. Vous voyez donc qu'une petite structure de conseil peut accompagner, peut suivre une centaine d'entreprises. Mais s'il y a une centaine d'entreprises, le coût d'ingénieurs pour la petite entreprise, c'est minable, c'est peanuts. Les ingénieurs ont leur salaire correct. Le problème qui se passe aussi, c'est qu'on a programmé nos jeunes à aller chercher du travail ailleurs. Quand on se met consultant, on ne se met pas en société de conseil, on se met en cabinet de conseil. Cabinet, c'est une seule personne qui est là et qui a son assistante, il fait du conseil. S'il est malade, la structure ne fonctionne pas. Lorsqu'on crée maintenant une société de conseil, on peut avoir un directeur général qui n'est pas forcément un qualiticien. Il n'a pas besoin, puisqu'il a besoin de gérer une entreprise. Il doit gérer du personnel, il doit gérer la planification des éléments, faire du lobbying, être sur le terrain. On n'a pas besoin de ça. Et nous, on dira, attention, pour être directeur de société, il faut avoir fait ingénieur, bac plus 150 et tout ça. C'est encore des messages qui sont faux, qui gênent notre progression au niveau de la qualité. Parce qu'on a l'école polytechnique qui forme des ingénieurs, on a les SEC, on a la faculté des sciences, on a l'école polytechnique du UGET. Ils forment beaucoup de jeunes. Mais ces jeunes qui viennent de sortir, ils n'ont pas encore le recul nécessaire pour faire des accompagnements. Mais s'ils sont dans une société de conseil, ils sont vraiment efficaces. Ils ont chacun en travaillant plusieurs heures par jour, il a son salaire qu'il faut. Puisqu'il y a une consultante, un consommateur, un commercial, dont c'est le rôle de le faire. Mais on sait maintenant que si on regarde très bien, combien de petites entreprises ont recruté des experts comptables? Il n'y en a pas beaucoup. Les grosses entreprises l'ont. Oui. Mais les cabinets d'expertise fonctionnent avec plusieurs petits. Donc, chaque petite entreprise a toujours son comptable qui lui permet de le faire, mais est-ce que le comptable travaille avec lui? Non. Donc, le comptable, il est chez lui, il a peut-être des gros dossiers, 100, 200 personnes, il vit aisément. Les petites entreprises ont les chiffres carrés, tout se passe très bien, parce qu'ils ont changé la façon de penser. Et c'est ça que notre problème aussi, au niveau de qualité. Alors, Jacques Ndébi, je vais vous poser une autre question. Quelques années après, 5 ans, 10 ans tout au plus, le Made in Cameroun a véritablement été lancé sur le territoire camerounais, mais quelques années plus tard, il a pratiquement du mal à décoller. Pourquoi, selon vous? Le problème qui se passe, c'est que chacun fabrique son produit, il met son logo Made in Cameroun. C'est ça le problème. Ils ont fait Made in Cameroun. Quand vous mettez le logo Made in Cameroun, qu'est-ce qu'il y a derrière ce logo? Quand vous avez le permis B, vous dites que vous avez un permis B, tout le monde sait que vous connaissez le code de la route, voici les choses que vous savez faire. Et donc en lisant le B, on sait exactement ce que vous allez faire. Quelqu'un qui va mettre Made in Cameroun
il a fabriqué quelque part, on ne sait pas les proportions, les quantités, les règles, tout ce qu'il y a lieu de faire. Il met Made in Cameroun. Comment pourrait-on faire confiance à cette personne qui ne gère même pas le stock mini de ses fabrications, qui n'a pas mis les outils de gestion de production? Donc c'est ça un des problèmes. Oui. Donc tout le monde met son Made in Cameroun. Ok, j'ai fait quelque chose, c'est très beau, mon étiquette est très bien, et ça s'arrête là. Je me rappelle, il y a un moment donné, j'étais à Crédit, on a acheté des sachets, c'est très très bien fait, les dates limites étaient correctes. Je suis avec des personnes qui sont en vacances ici. Ils disent ils veulent rentrer, apporter des cadeaux aux personnes. Ils prennent un sachet de séché là, on ouvre, ça sent pourri. On l'achète dans une grande surface, c'est pourri. Ils prennent le second, c'est pourri. Ils jettent. Ils disent je rentre, je n'achète rien à manger. Et un me pose la question, en fait, c'était mes enfants. Papa, c'est ça le Made in Cameroun que tu défends? Ils avaient mis Made in Cameroun. Donc, chacun fait son truc, il met Made in Cameroun, et puis parce que partout, on a besoin d'un référentiel, d'un logo qui garantisse le fonctionnement de tout le monde. Et c'est ça que les gens ne font pas les efforts pour apprendre, pour s'organiser. Chacun fait son produit, après il est prêt. En fait, c'est comme si on était juste dans un restaurant, on fait son repas, on vient servir à table, et puis c'est terminé. Alors vous, avant de sortir de cet entretien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, vous en tant qu'expert, vous amènerait à consommer des produits locaux camerounais? Moi, je demande qu'on consomme les produits locaux camerounais parce que, d'une part, nous sommes là à défendre notre économie. Nous sommes là à travailler pour nos jeunes qui sont au chômage. Il faut les sortir du chômage. Nous sommes là à faire en sorte que nos campagnes ne soient pas, on appelle ça souvent l'exode rural. Il faut arrêter l'exode rural. Justement, c'est ça ce que je cherchais. Il faut arrêter l'exode rural. Il faudrait que les jeunes, une fois qu'ils sont diplômés, ils travaillent dans les campagnes ailleurs. Ailleurs, il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui sont des ingénieurs agro. Ils font leurs études dans les grandes écoles d'ingénieurs, l'INSA, l'INSA, ou ESAP à Purpan à Toulouse. Quand ils terminent, ils vont rentrer travailler dans les plantations au village de leurs parents, des ingénieurs. Ils ne mettent pas le costume de travail, ils vont développer l'agriculture. Mais chez nous, on fait comment? On laisse ce travail de fond qui permet de nourrir tout le monde, pourrir. Après, on va faire venir des produits étrangers, on mange quoi? Lorsque nous sommes dans une région maintenant, on est dans une région, il y a des fruits, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de fruits comme ça. On va au marché. Quand c'est la fin de la journée, que fait-on des restes? Est-ce que ce n'est pas pourri? Est-ce qu'on ne les jette pas? Pourquoi, si nous avons notre marché qui se développe, nous avons nos ingénieurs qui sortent là, ils vont nous fabriquer des équipements de séchoir pour que cette production ne soit pas jetée. Donc nous avons intérêt à défendre cette production-là. D'autant plus que nos produits qui sont naturels ont une très grande valeur ajoutée sur la santé. On peut souvent parler des alicaments. Si on prend par exemple l'oignon, c'est très bien, ou l'ail. C'est bien pour la cuisine, mais aussi très bien pour la santé, pour la circulation du sang, c'est le produit naturel. Donc on constate que c'est important de défendre le consommer local. Autre part aussi, quand on prend les médicaments, le consommer local, on a une nouvelle façon de penser les choses, puisque dans la définition de la qualité, c'est répondre aux attentes du client ou du consommateur. Nous avons ici, dans notre pays, à peu près, on dit on a 25, 27 millions de Camerounais. De Camerounais à peu près, environ. Voilà. On a un tiers de Camerounais qui est musulman. Donc, eux, ils reconnaissent une nourriture où c'est marqué halal. Halal, oui. Voilà. Combien de Camerounais, producteurs camerounais, mettent halal sur ça? Ça veut dire que nous, comme on ne pense pas, nous produisons en marginalisant un tiers de notre population. Par contre, ce sont les entreprises européennes, étrangères, qui vont marquer le halal. Donc, vous voyez, donc, il y a une autre façon, quand on prend ce genre de choses, une nouvelle façon de voir des choses, des problèmes, de bien occuper le terrain, de bien former des auditeurs, de donner les bons produits pour les imams, dans tous les musulmans ont besoin de nourriture halal. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Déby. La prochaine fois, nous continuerons, nous poursuivrons ces échanges sur les labels Made in Cameroun, halal, les différences, les similitudes. Mais pour l'instant, nous en avons terminé. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie parce que je suis passionné par ces sujets qui sont très importants pour les économies de tous les pays. Merci. Merci.
Et c'est la fin de ce numéro d'Afro-Business. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. À très vite.